Bonjour à tous, Axel Morizan-Murski, je suis anesthésiste à la clinique Juge et je vais vous parler des cathéters périnerveux et essayer de répondre à la question du est-ce ringard en 2022. Alors, si on reprend les recommandations formalisées d'experts de l'ASFAR qui ont été publiées en 2016, on a un argumentaire qui est plutôt favorable pour le cathéter périnerveux et qui est le suivant, en fait, que la littérature récente confirme l'intérêt d'un cathéter périnerveux en cas de risque de douleur post-opératoire modérée à sévère, en particulier dans la chirurgie prothétique de l'épaule avec un cathéter interscalénique et du genou avec le cathéter fémoral. Donc, outre l'efficacité analgésique prolongée, les RFE notent un bénéfice sur l'épargne opioïde, une réduction des effets adverses liés à ces opioïdes, puis une amélioration du sommeil et de la satisfaction des patients. Alors, c'est un argumentaire qui est plutôt élogieux en faveur du cathéter, qui est assez récent, qui date de 2016. Et on comprend pourquoi ces cathéters sont souhaitables. S'il y a des chirurgies qui ont un profil évolutif de douleur assez rapidement favorable, comme la chirurgie de la mastectomie, où on voit qu'il y a une diminution de la douleur assez rapide en post-opératoire, par exemple pour la chirurgie de la prothèse de hanche également, c'est pas le cas pour l'arthroscopie de l'épaule. Arthroscopie de l'épaule qui a un profil de douleur qui va mettre plus de temps à diminuer et qui va rester plus élevé à la fois en intensité et en durée. C'est le cas aussi pour la chirurgie de la prothèse totale du genou, où on va avoir une douleur qui va avoir un profil qui est aussi élevé en termes de douleur et qui va mettre du temps à décroître en post-opératoire. Le problème, c'est que ces profils de douleur sont supérieurs à 4 d'échelle numérique de douleur. Et on sait que quand la douleur est supérieure à 4 pendant plusieurs jours en post-opératoire, on a des risques de chronicisation douloureuse. Les risques de chronicisation douloureuse qui ont été relevés par Peters dans Annals of Surgery en 2007. Et on voit que ce n'est pas juste les douleurs des 24 premières heures qui sont importantes, mais c'est les douleurs des 4 premiers jours. Et quand on a une douleur supérieure à 4 pendant 4 jours, eh bien, on a beaucoup plus de chances de devenir douloureux chronique. On est quasiment à 2, voire 3 fois plus de risques de chronicisation. Donc, il ne faut pas compter sur la dexaméthasone, qu'elle soit administrée en intraveineuse ou en périneurale avec un bloc en injection unique. On voit ici dans l'étude de Marty de 2018, équipe toulousaine, sur de la chirurgie du pied, donc du bloc de cheville, on voit qu'en fait les premières demandes analgésiques avaient lieu dès 12 heures après le bloc en injection unique, donc on est très très loin des 4 jours, et que ce soit en périneural ou en intraveineux, ça ne change pas grand-chose. On voit que l'infiltration périarticulaire chère à beaucoup de chirurgiens est totalement inefficace et inutile, avec une efficacité qui va durer 5 heures. Les 5 premières heures, on est très 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 loin des 4 jours qui sont nécessaires pour prévenir la chronicisation douloureuse. En revanche, avec le cathéter, ce cathéter va être efficace tant que vous laissez le cathéter en place. Là, c'était une étude sur de la chirurgie de l'épaule, de la chirurgie majeure. On voit que le cathéter interscalénique, jusqu'à 72 heures, ça fonctionne, mais si vous voulez le laisser une semaine, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera une semaine également. Alors pourquoi c'est important ces profils de douleur? Parce qu'il n'y a pas que la chirurgie qui va impacter la durée de la douleur, il y a aussi des patients qui vont être des répondeurs rapides et des répondeurs lents. Il y a des patients qui vont s'améliorer rapidement en termes de niveau douloureux et des patients qui vont mettre plus de temps à s'améliorer. Et on peut identifier des facteurs de risque chez ces patients, des facteurs de risque qui sont l'existence d'une atteinte fonctionnelle préopératoire importante. Là, c'était le score KOS pour la chirurgie de l'arthroplastie du genou. Mais c'est aussi la qualité de vie avec le SF36. Et on voit que ces deux facteurs étaient indépendamment associés à un risque de mauvaise trajectoire douloureuse. Il y a d'autres facteurs qui sont propres aux patients, comme l'âge. Les patients qui sont plus jeunes ont tendance à évoluer plus favorablement. Les femmes ont tendance à avoir plus de risques de chronicisation. Puis les patients qui ont de l'anxiété ou des comportements vis-à-vis de la douleur qui sont inadaptés. En fait, il y a
encore d'autres facteurs, probablement qu'on ne les a pas tous découverts, mais il y a aussi le BMI, il y a aussi l'état mental global du patient. Bref, on peut résumer les choses de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs chirurgicaux de vulnérabilité à la douleur. Bien sûr, il y a des chirurgies qui sont plus douloureuses que d'autres, et puis il y a des facteurs patients. Alors, si on reprend les RFE de 2016, après l'argumentaire élogieux, est-ce que ça aboutit à des recommandations pour la pratique du cathéter? Bien, en fait, non, parce que à cet argumentaire favorable, il y a un argumentaire défavorable aussi, qui reprend que les données factuelles ne permettent pas de démontrer l'apport des cathéters sur la chronicisation de la douleur. Pourtant, on sait que le principal facteur de chronicisation douloureuse est la douleur aiguë mal contrôlée et que les cathéters la contrôlent mieux. On note aussi dans ces RFE un risque de mobilisation du cathéter très élevé de 5 à 25%, qui réduit potentiellement le bénéfice analgésique. Et donc, pour un risque de 5% de mobilisation du cathéter, on va priver 100% de nos patients du bénéfice de ce même cathéter. Et puis, le cathéter fémoral, par le bloc moteur qu'il induit, pourrait favoriser les chutes, peut favoriser les chutes, on n'est pas totalement affirmatif, gêner la déambulation et la réhabilitation après chirurgie prothétique. Enfin, quant au cathéter interscalénique, il induit une parésie diaphragmatique à prendre en compte en cas de pathologie respiratoire. Donc tout ça, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une absence de recommandation de l'ASFA sur la pratique du cathéter en 2016. Donc si je résume, les cathéters, malgré le fait qu'ils apportent une analgésie prolongée, une épargne opioïde, une réduction des effets indésirables, une amélioration du sommeil, une amélioration de la satisfaction des patients, on retient principalement que le risque de mobilisation, de bloc moteur, de chute, l'impact sur la réhabilitation et la parésie phrénique viennent neutraliser tous ces avantages. Alors, est-ce que c'est toujours vrai depuis 2016? Est-ce qu'on a une littérature qui vient contredire cet argumentaire défavorable? Mais c'est ce que je vais reprendre avec vous, point par point. Depuis 2016, quelle est la littérature qui existe pour nous encourager à remettre des cathéters? Alors, sur la question de la mobilisation du cathéter, il y a une étude donc, qui était publiée par Marhofer qui montrait qu'il y avait une relation linéaire entre le risque de déplacement, dislocation, du cathéter et le temps passé après la pose de ce cathéter. C'est assez rare en médecine de voir des relations linéaires aussi jolies que ça. C'est tellement beau que ça interroge. Alors déjà, si on regarde le titre, c'est une étude sur des volontaires. C'est pas une étude sur des patients. Et puis, si on regarde le protocole de cette étude, qui a probablement motivé les recos de l'ASFAR pour dire qu'il y avait un risque de mobilisation jusqu'à 25%, c'est qu'en fait, chez ces volontaires sains, une fois qu'on leur avait mis un cathéter, on leur demandait de faire de la gym. Alors, si vous regardez, vous voyez qu'il y avait un protocole standardisé d'exercice physique qui devait être réalisé à 60, 120 et 180 minutes après la pose du cathéter. Qu'en fait, on demandait aux patients d'écarter les bras, de faire 20 antéflexions, 20 rétroflexions à 90 degrés, de faire des squats, de faire des flexions de hanches, etc. C'est pas du tout la vraie vie. Un patient qui vient de se faire opérer d'une prothèse totale de l'épaule, il va pas faire des abductions à 90 degrés, ni des antéflexions de bras à 90 degrés en post-opératoire immédiat. Donc c'est complètement fantaisiste ce protocole. Puis regardez la façon dont ces cathéters étaient fixés, c'est-à-dire qu'il y a un trajet collé à la peau du cathéter qui est extrêmement long, qui va donc être très sensible aux mobilisations articulaires. Tout a été fait pour favoriser le déplacement du cathéter dans cette étude. Et puis, ces cathéters sont juste fixés avec des stéristrips. C'est probablement la pire pratique possible pour mettre en place un cathéter. Et on sait que la façon dont on a de fixer un cathéter est fondamentalement liée au risque de déplacement de ce cathéter. On sait que si on utilise de la colle, ça marche bien. On sait que si on utilise des devices dédiés comme le Lockheed qu'on utilise dans mon équipe, on voit que le risque de déplacement du cathéter est anecdotique. Et si on reprend une étude donc post-RFE donc de Fredrickson fin 2016, une étude de la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y avait 1500 patients qui étaient opérés avec un cathéter interscalénique et qui étaient pris en charge, on regardait le risque de déplacement, il est de 1,5%. Alors, pour moi, un traitement qui fonctionne chez 98,5% des patients, c'est un traitement qui est fiable. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui reprocher au cathéter un risque de mobilisation trop important avec les données actuelles de la littérature.
Passons maintenant au bloc moteur. Alors effectivement, quand on fait une anesthésie locorégionale périphérique, on a un risque de bloc moteur. Ça, c'est assez évident. Il faut quand même le contraster, ce risque de bloc moteur. Si on regarde une étude sur de la chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur avec un bloc du nerf fémoral, on voit que quand on comparait la jambe saine et la jambe endormie, il n'y avait pas de différence, alors qu'il y avait une différence entre les groupes sur la technique utilisée. Donc en fait, ce qui ressort de ça, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui président au déficit moteur qu'on peut voir en post-opératoire. Par exemple, là, on regarde la force contractile du quadriceps avant et après une chirurgie prothétique du genou. On se rend compte qu'en fait, les patients en préopératoire ont déjà une incompétence fonctionnelle sur le quadriceps. Pourquoi? Parce qu'ils ont des douleurs. Ils ont des douleurs articulaires. C'est d'ailleurs la principale motivation de ces patients à se faire opérer de la prothèse totale du genou. Et donc, mais en post-opératoire, il faut s'attendre à ce que ce déficit moteur existe toujours. Il existait en préopératoire, il existera en post-opératoire. Est-ce que l'objectif de la pose d'une prothèse totale du genou, c'est de récupérer une fonction motrice comparable à la jambe saine en post-opératoire immédiat? Non. Et donc, le passage avec un bloc moteur, un bloc anesthésique est peut-être souhaitable puisqu'il permet de diminuer la douleur et il va permettre aux patients de se réhabiliter plus rapidement. On le verra plus tard sur les autres items. Si on reprend cette étude qui compare cathéter fémoral avec PCA morphine, on voit qu'il y avait effectivement une différence de force contractile du quadriceps à J1, et encore on est limite, on est à un petit p 0,05, mais dès J2, cette différence n'existait plus, on est sur du cathéter fémoral, on n'est pas sur de l'injection unique, et vous voyez qu'en termes de mouvement et de distance de marche, il n'y avait pas d'impact de ce cathéter, c'est-à-dire qu'en fait, si on éduque son patient et si on lui explique comment faire, il n'y a pas de problème sur la déambulation, et c'est aussi relevé dans la méta-analyse d'Albrecht de 2016 qui montre qu'en fait la force quadricipitale n'était pas significativement dégradée par le cathéter fémoral. Alors qu'en est-il des chutes? Parce que s'il y a un bloc moteur, il y a un risque de chute, et ce risque de chute, il est souvent évoqué par les pros de l'infiltration périarticulaire pour arrêter la pratique du cathéter. On voit que dans la plus grosse étude, alors certes rétrospective, mais sur 190 000 patients quand même sous 10, 2014, on voit que le bloc nerveux périphérique, quel qu'il soit, cathéter et injection unique, n'était pas associé au risque de chute. Il y avait des cathéters dans ce groupe, et on voit que la méta-analyse d'Albrecht aussi ne relève pas de corrélation significative entre le cathéter et le risque de chute. Si vous voulez être sûr de ne pas avoir de risque de chute, il suffit de mettre un cathéter au canal des adducteurs et vous n'aurez plus de problème. En termes de réhabilitation maintenant, est-ce que le cathéter a un impact? Alors, il a un impact sur le temps passé avec une attelle en post-opératoire. Effectivement, pour rigidifier la jambe, on va mettre une attelle, ou en tout cas c'est une pratique qui est plus répandue avec un cathéter parce que les gens ont plutôt tendance à craindre justement ce bloc moteur. Par contre, il n'y a pas d'impact sur le délai de départ des patients de l'hôpital et sur le taux de patient qui va avoir sa réhabilitation. On voit aussi qu'il n'y a pas d'impact sur la distance marchée par les patients. Donc en fait, est-ce qu'il y a vraiment un problème de réhabilitation avec ces cathéters? Pas du tout. Puisque quand on regarde le range of motion à 3 semaines et à 6 semaines, il n'y a pas d'impact non plus du cathéter. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va handicaper les patients. Et en termes de score WOMAC, il n'y a pas non plus de différence. Et c'est bien ça l'objectif, c'est que ces patients se réhabilitent et qu'ils améliorent leur score fonctionnel en post-opératoire. Ils le feront d'autant plus facilement qu'ils n'ont pas mal grâce au cathéter. Enfin, le risque de parésie phrénique, on sort un peu de l'orthopédie. Alors même si le risque de parésie phrénique, c'est de l'ordre de la pose d'un cathéter interscalinique pour la chirurgie de l'épaule, mais en tout cas, c'est un impact respiratoire. Alors on sait depuis 2000 que, avec l'étude de Borja, que le cathéter interscalinique entraîne une parésie diaphragmatique ipsilatérale au bloc, pas de souci. Par contre, quand on le compare à l'alternative, c'est-à-dire de ne pas faire d'ALR, eh ben, il y a aussi un impact de la PCA morphine sur les EFR. Et donc, l'alternative est aussi mauvaise que le bloc interscalinique. Si vous voulez
éviter ce souci, il suffit juste de faire des blocs sélectifs au niveau de l'épaule en utilisant un abord supraclaviculaire ou antérieur suprascapulaire et vous voyez que la capacité vitale des patients est de 90 comparable à, la capacité, diaphragmatique contralatérale. Donc ça règle le problème. Le problème, c'est pas le cathéter, c'est l'endroit où vous le mettez. Donc pour résumer, le cathéter, va avoir un bénéfice en intra, en post-opératoire et sur la réhabilitation après la chirurgie. C'est toujours le gold standard. Il faut identifier les patients à risque de douleurs mal contrôlées. Il y a des caractéristiques du patient, par exemple la femme jeune, en surpoids, avec un profil anxieux, des attentes élevées, un comportement inadapté à la douleur, et puis la présence d'une atteinte fonctionnelle préopératoire, importante ou une qualité de vie dégradée. Voilà, je vous remercie pour votre attention.